Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette avant-première de Laila in Haïfa de Amos Gitaï. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà Amos Gitaï qui est venu souvent nous rejoindre, présenter toujours en grande première ici à la Cinémathèque suisse ses propres films, ses nouveaux, mais aussi toute une rétrospective que nous lui avions consacrée, des discussions sur l'architecture aussi, et énormément de choses que nous avons eu l'occasion de faire ensemble. Mais c'est la première fois que Amos Gitaï nous rejoint dans cette salle, puisqu'il est plus habitué du Capitole, qui nous reviendra bientôt, mais qui, vous le savez, est encore en travaux. Et donc, en attendant, nous nous replions sur cette salle historique que la Cinémathèque utilise depuis 1981. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir celui qui a présenté ce film en compétition à Venise en 2020 et qui, suite à une petite pandémie, voilà, on a mis du temps à pouvoir l'inviter et à le faire venir. Amos Gitaï. Please. Welcome, bienvenue. Thank you, merci. Ce qu'on a souhaité faire ce soir, c'était vous présenter le film un tout petit peu plus longuement et parler un peu plus de ce film, puisque avant que la projection démarre, et en fait j'aimerais bêtement commencer par te demander, sans aucunement spoiler, comme on dit en anglais, le film, mais que vous puissiez découvrir à la fois sa genèse et un certain nombre des secrets qu'il contient, et Dieu sait s'ils sont importants. La première chose, c'est peut-être comment est né ce film qui se déroule à Haïfa, une ville chère à ton cœur. Non, c'est la deuxième. D'abord, bonjour, bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions que Frédéric, on va faire une très longue introduction, ou vous voulez plutôt un tout petit introduction et après un Q&A? Quoi? Oui, quoi? Hein? Bon, ça dépend, hein, on n'a pas entendu. Non, mais qui est pour qu'on fasse une discussion après? Levez la main. Mais vous restez alors. Il faut rester, hein? D'accord. C'est un engagement, hein? Bon, bah alors on va faire une courte introduction. Ok. Alors peut-être juste deux mots sur Haïfa. J'adore toujours de discuter tout en avance et après bouleverser les Ça, c'est la grande spécialité d'Amos. Donc, pas de problème. Alors, je vais être plutôt court. Oui, c'est ça. Il faut qu'il soit bref, parce que sinon, ils ne vont plus rester. Bon. D'abord, je vais remercier Frédéric et la Cinémathèque suisse qui a sauvé quelques films que j'ai faits, parce que je suis profondément apatrie, même si j'ai attaché à l'endroit que j'étais né, mais aussi j'ai fait aussi des travaux qui est critique. Et Frédéric, avec la Cinémathèque suisse, avec toute son équipe, ils ont fait un énorme projet de restauration de 25 films, avec des partenaires à UCLA, à Bruxelles et aussi à la Cinémathèque de Jérusalem. Alors, d'abord, merci. Merci, Amos. Après, je vais remercier mes chers Patrick et Valérie, qui soutenaient ce projet. Et Patrick, maintenant, il est devenu un superstar, parce que c'est quelqu'un qui était très proche, un très très grand cinéaste qui vient de nous quitter, Jean-Luc Godard, c'est le voisin de Jean-Luc Godard. Alors, un grand merci, Patrick, pour tout le travail et aussi ton amitié. Merci. Et merci à Laurent Trouchot qui travaille avec moi. Combien? 30 ans? Combien? 34. Alors moi j'ai une équipe qui travaille avec moi longtemps. J'ai fait plusieurs films avec Henri Alcan, 7 films avec Renato Berta, avec Caroline Champetier, et maintenant je travaille avec Eric Gauthier, qui a envie de battre les records de Renato Berta. Mais ça c'est le 4e film qu'on fait ensemble. Et tout à l'heure, vous pouvez voir les grands talents d'Eric Gauthier, comme la façon qu'il filme cette humanité.
Alors, finalement, je vais répondre à ta question, my dear. Alors, le film précédent s'appelle Tramway à Jérusalem. Une de mes actrices palestiniennes, Lamis Amar, elle m'a dit, on est tous les deux de Haïfa. Alors elle m'a dit, Amos, tu crois que tu connais ta ville, tu ne connais pas du tout. Alors je te fais une visite nocturne de tous les bars les plus sleazy de Haïfa et tu vas voir, tu vas découvrir un autre aspect de ta ville natale. Et effectivement, il m'a amené dans cet endroit qui s'appelle Fatouche, que c'est un bar qui était construit par un restaurateur de Haïfa, parce que comme le ministre de la Culture israélien décidait de fermer le seul théâtre arabe à Haïfa, et lui, il a fait un geste, il a créé cette bar, une sorte d'endroit, moi je peux dire une sorte d'abri que les gens peuvent rencontrer librement et voir toute une série de palettes de personnages. Et cet endroit, il m'a touché beaucoup et j'ai décidé effectivement, avec ma co-scénariste Marie-Josée Sansem, d'écrire un scénario qui effectivement une sorte d'hommage à cet endroit d'un espace dans lequel les gens peuvent traverser toutes les frontières, et tous les préjudices et créer une sorte d'autre humanité parce que je crois qu'on a besoin de cette sorte d'échange. Cet endroit que vous allez découvrir dans quelques instants, et donc on va pas en rajouter plus, mais je vais juste peut-être rajouter une petite chose que tu m'as demandé de dire, qui est aussi liée à Patrick Jeanneret, coproducteur suisse du film. Hein? Non, non. Ah, tu veux parler des langues? Oui, bah alors d'accord, si tu veux le dire. Oui, je ne savais pas si tu voulais le dire. Oui, peut-être préciser qu'il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues. Il y a hébreu, arabe, anglais. J'espère que vous tous, vous comprenez les trois langues, comme ça vous pouvez distinguer. Parce que je refusais de faire des distinctions avec des couleurs, alors après, je vous laisse à votre interprétation. Merci. Mais vous verrez, si vous exercez votre oreille, je crois qu'on arrive quand même assez vite à percevoir la différence des différentes langues. Et puis sinon, ben, au contraire, c'est pas important. Je pense que c'est aussi un des désirs du film. Donc, ben justement, ce cinéaste qui nous a quittés il y a exactement une semaine maintenant, Jean-Luc Godard, était un proche, ben vous le savez aussi, de la Cinémathèque suisse, pour différentes raisons historiques, qui souvent s'est intéressé à l'œuvre de Amos Gitaï et souvent, par des amis communs, nous demandait de lui envoyer des liens pour qu'il puisse voir les films d'Amos Gitaï. Et en l'occurrence, là c'est pas nous, mais c'est justement Patrick, qui a montré Laïla in Haïfa à Jean-Luc Godard, et Jean-Luc Godard a souhaité rencontrer Amos et ils se sont vus, ils se sont parlé longuement et il a dit beaucoup de belles choses sur le film et notamment il a été d'accord de dire quelques mots sur le film pour qu'il soit utilisé, pour qu'il soit publié et qu'il soit visible au public. Et ainsi, c'est une forme d'hommage, au fond, qu'on rend ce soir à Jean-Luc Godard, et on le rend tous ensemble à travers ces quelques mots sur Laïla in Haïfa qui ont été écrits par Jean-Luc Godard à l'adresse de Amos Gitaï. Pour commencer la projection, vous allez pouvoir les découvrir. Voilà. Bonne projection. Et alors, à tout à l'heure pour une discussion, c'est promis. Merci, à bientôt. Merci, Amos. Amos Gitaï, comme prévu, petite conversation. Je commencerai par poser quelques questions et ensuite un micro circulera dans la salle. À vous aussi de préparer les vôtres, on est là pour ça. Je vais peut-être te poser une question qui est peut-être un peu bizarre, mais en revoyant le film ce soir, après l'avoir déjà vu évidemment, finalement, ce qui me frappe énormément, c'est quand même quelque part la violence qui commence le film, hein, puisque dans la première séquence, le personnage du photographe se fait battre, et dans le visage final, il y a une force, une violence latente comme ça qui est là. Et je voulais savoir comment toi tu, enfin si
ce que je ressens est juste d'une part, et comment toi tu le ressens. Il y a plein de signes quand même qui sont liés à la violence. Il y a la violence contre une femme, il y a les photos au mur qui représentent une violence liée au territoire, il y a le bruit du train qui passe tout le temps dans ce lieu clos. Voilà, enfin bref, juste le mot violence. Non, moi je pense que c'est vraiment l'histoire des souls, des esprits errants, qui ne sont pas des... Tu vois, comme c'est un conflit qui dure déjà très longtemps, qui déracine tout, le seul moment peut-être qu'il y avait peut-être un arrangement politique est déjà loin. Alors ça laisse des caractères des Moyen-Orient complètement déracinés, hachés, et avec des fragments d'histoire. Un peu comme, j'imagine que comme Joyce, il a travaillé sur les Dubliners, alors c'est vraiment des... Et aussi l'hypocrisie, la politique, l'utilisation d'images, l'image qui ne dit pas grand-chose, etc. Alors c'est-à-dire que les gens, ils sont désespérés, et c'est pour ça, effectivement, comme on a travaillé sur le scénario, de toute façon, j'aime beaucoup le texte de Robert Musil, L'homme sans qualité, parce qu'il décrit, après la Première Guerre mondiale, cette sorte de décadence. Et au milieu de toute cette décadence et de déracinement, c'est-à-dire que les gens traversent les frontières, il n'y a plus les frontières juifs, arabes, straight, gay, etc. C'est-à-dire que cette lieu particulier, on ne peut pas généraliser sur la société, il a une sorte d'abri, une sorte de shelter qui laisse exister à côté tout ce groupe de gens. Oui. Mais en même temps, ce lieu, cet abri est ouvert sur le reste, il est ouvert sur l'extérieur. Donc au fond, dès le moment où on en sort, ou en tout cas l'extérieur de cet abri est un extérieur difficile. Il n'y a que l'abri où on se sent finalement protégé, puisque il y a que ce soit la palestinienne dans la voiture, que ce soit la surveillance à l'extérieur. Enfin, on a l'impression que finalement il y a un extérieur qui reste difficile à vivre et hostile. Oui, mais je crois que tu vois, nous on parle de Moyen-Orient, mais je crois que cette situation est plus généralisée que ça. Tu vois. Regarde, il y a une guerre pas très loin en Europe. Il y a des photos, des images très fortes, et les gens continuent de leur cas normal, leur mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a... je crois qu'on est dans cette phase de l'humanité. Après, il faut voir qu'est-ce que ça va produire. C'est une sorte de constat pour moi de cette contradiction de toute cette grande idéologie. Finalement, les choses qui restent, c'est peut-être une chose un peu humaniste, c'est l'attachement humain. On n'est plus dans les discours d'un groupe à un autre. Alors, c'est des séries de monologues, d'ailleurs, comme je te dis tout à l'heure, comme on a passé un petit moment, ça va être le sujet de mon spectacle après. C'est-à-dire, on est dans des situations qu'il n'y a pas de vrai dialogue. Chacun il fait un constat de sa position. Il existe dans le même espace, mais il n'y a pas vraiment réconciliation, un dialogue. Il y a des attirances physiques qui peut-être c'est celui-là qui traverse les frontières, et ça c'est réel, ça existe. Oui. Au niveau de l'écriture, juste peut-être avant que je passe le micro au public, mais comment vous avez travaillé avec Marie-Josée Sanselme, avec qui tu travailles depuis
très longtemps. Moi, je dis qu'elle écrit toujours des scénarios magnifiques et moi, j'ai en train de détruire le scénario. Mais comment vous l'avez justement travaillé? Puisque tu disais au début qu'il y avait le lieu, d'abord, il y a eu ce lieu que tu as découvert, ou bien comment ça s'est fait? C'est toujours, je crois que c'est un travail simultané sur les décors. D'ailleurs, le premier choix, c'est les décors. Et après, les castes, qui sont formidables, toutes ces actrices et acteurs, ils sont magnifiques. C'est-à-dire, je trouve souvent que comme préparer un salade, il faut de bons ingrédients et la sauce arrive après. Mais si on a seulement la sauce et on n'a pas les bons ingrédients, c'est pas très bien. Il faut mettre beaucoup de sauce, beaucoup de crème si les ingrédients sont pas très bien. Mais j'avais de très bons ingrédients, c'est-à-dire j'avais vraiment des gens très doués. Et je trouve c'est pas par impolitesse, mais je trouve qu'un bon film, ou un bon théâtre, ou une bonne architecture, parce que comme tu sais, je suis seulement architecte d'origine, c'est toujours un rapport avec le commanditaire qui doit être intelligent. Et c'est aussi les gens qui participent, tu vois. Et je trouve que j'avais une très bonne équipe, les caméras, la production, les gens de musique, les comédiens aussi. Mais tu n'as pas répondu à la question, comment vous avez travaillé à l'écriture? Alors c'est compliqué, tout le monde il veut la méthodologie de travail, c'est-à-dire qu'il y a un projet de départ, c'est-à-dire le projet, comme je dis, c'est grâce à cette actrice qu'elle m'a amené voir le site. Et comme cette trilogie, aussi le film précédent, Tramway in Jerusalem, c'est toujours le principe de cette série, je n'ai pas encore fait le troisième, c'est qu'on est dans une situation, dans un espace restreint, qu'on ne sort pas de cet espace. Si c'est un train, si c'est un club, et aussi que dans notre état moderne, les racontes, ils sont faits par le hasard. Mais des fois, des racontes très profondes qui vont rester avec nous. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'humanité, n'est plus dans les mêmes villages de dizaines de générations. Tout est cassé. Les gens étaient déplacés à cause de guerres, de réfugiés, de pression économique, d'urbanisme. Tu peux voir une longue liste de raisons, c'est-à-dire qu'ils sont déchirés, déplacés. Et le raconte est fait par le hasard. Et ce site-là, ou les tramways, ou même les prochains projets, c'est ça le principe de c'est le site qui crée les racontes. Alors, pour revenir à ta question, il y avait le site. Après, il y avait des séries de textes des séries de personnages. On a écrit des séries de personnages. Et tout ça, ça fait simultanément, c'est-à-dire le site, le casting, les dialogues. Après, il y a certaines sources littéraires, comme je dis, de Musil. Et des fois, Musil, les dialogues arrivaient carrément au plateau, au tournage. J'arrivais avec les livres, j'ai marqué quelques phrases, j'ai dit aux actrices et acteurs, je vais que ça va être le dialogue, etc. Mais c'est souvent, comme effectivement, je n'ai pas tapé, même pas une heure d'école de cinéma, ni d'école de théâtre, je me sens complètement libre de créer ma propre méthode de faire. Et je trouve comme spectateur que pour moi, il n'y a pas beaucoup de films qui m'intéressent comme spectateur parce que les films deviennent trop linéaires. On a trop l'impression de Netflix, de tout ce truc-là, de toutes ces plateformes pour faire un scénario très clair. Et moi, j'aime bien, c'est-à-dire, si on regarde, on a parlé de Jean-Luc Godard, on peut parler de Pasolini, l'avantage de cette cinéaste que j'aime, ce groupe de cinéastes que j'aime, c'est que le film commence comme la projection est terminée. C'est-à-dire, on promène avec l'image, on dit, mais effectivement, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Et là, il faut qu'on recompose le film dans notre imaginaire. Et pour moi, c'est l'expérience agréable. Tu vois. Il y a les gens qui ne sont pas contents, ils disent, non, c'était pas clair, il faut qu'il y ait une ligne narrative et une continuité. Alors, moi, j'aime cette rupture, parce que je trouve qu'effectivement, on vit dans une situation de rupture en permanence. Il faut que nous, on va définir notre façon de fonctionnement dans une situation qu'il n'y a pas de continuité. Alors il faut que le cinéma, le théâtre, les arts plastiques
C'est pour ça que je parlais de Joyce, mais je peux parler de Godard. Tu vois. Il faut comprendre cette démarche-là comme un ingrédient essentiel du monde moderne. Je précise pour le public, dernièrement même... Est-ce que c'est trop abstrait, peut-être, les choses que je dis, non? Non, ça va? Et ces derniers temps, plus que ces derniers temps, mais enfin, ça fait un moment maintenant que tu travailles non seulement au cinéma, mais avec des installations aussi dans différents lieux, que ce soit des lieux muséaux, de musées aussi ou d'autres, et au théâtre, avec des créations théâtrales. Depuis maintenant, enfin, quand même pas mal d'années déjà, mais bref, il y en a eu plus, et ces derniers temps, il y en a plusieurs qui viennent l'une derrière l'autre. Ici, tu as parlé de cette future trilogie avec 2 films pour l'instant, le tramway à Jérusalem et Laïla et Haïfa, qui sont des lieux clos mais ouverts. Finalement, dans quelle mesure ces différents travaux que tu fais résonnent et au fond, qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de mettre ensemble ces gens, de réunir ces gens qui portent une parole, qui portent un corps, qui portent un désir de contact ou pas, et qui après ressortent ou reviennent. Parce que le tram aussi, c'est des arrêts, c'est des gens qui sortent et qui rentrent comme ici au fond finalement. C'est une forme de tram si on veut bien le club. Donc avec ces différents espaces. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette... Non, qu'il reste encore des cinémas, qu'il y a un component d'abstraction, tu vois. Parce que les choses strictement narratives, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je lis presque aucune nouvelle. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est recyclé, c'est poussé par l'aspect commercial, ça ne m'intéresse pas. Je peux lire des essais de philosophie ou de poésie. Mais je trouve qu'on est en train d'être intoxiqué par une sorte de choses banales, des fois un peu vulgaires, des histoires, tout le temps des histoires. Et j'adore, comme on parle ce soir de Godard, et les réponses qu'il a données. Tu te souviens de cette réponse qu'il a donnée au Festival de Venise? Comme le critique l'a dit, mais Jean-Luc, pourquoi tu racontes pas d'histoire? Alors il a dit, comme j'étais petit, j'ai fait des bêtises. Alors ma mère, elle m'a dit, Jean-Luc, raconte pas d'histoire. Alors finalement, j'ai grandi, j'ai écouté ma mère et vous n'êtes pas content. Alors, bon, lui, il est toujours ironique et génial, mais je trouve qu'il y a un aspect là et c'est effectivement par la grande force des plateformes qui des fois virent les réalisateurs aux dernières minutes, qui sont beaucoup de pouvoir économique, qui va nous faire une chose très, très monotone, qu'il n'y a pas de challenge. D'ailleurs, les prix que j'ai reçus de ma vie, qui sont plus proches, que j'aime beaucoup, j'ai reçu 2 fois le prix Rossellini, j'ai reçu le prix Visconti de Bresson, c'est-à-dire c'est des cinéastes qui sont chacun, il a créé sa propre langage, sa propre façon de parler de son histoire, tu vois. Comme on regarde Allemand année 0 de Rossellini, c'est pas un film narratif dans le sens classique, mais c'est une sorte de statement beaucoup plus intéressant que tous les comédies américains avec les chars qui traversent l'Allemand, et comment un pays a fait ça auto-suicide. Alors, moi, je trouve c'est des gens très créatifs, mais c'est peut-être entre l'art plastique, le cinéma, etc., mais pourquoi pas? Est-ce que le micro circule? Qui c'est qui a une question? Levez la main, on vous tendra le micro. Courage. Allez, jetez-vous. Voilà, ici, tout à droite. Alors, Maxime va arriver vers vous. Merci de parler dans le micro, d'une part, parce que vous êtes enregistré. Vous l'avez compris dans le film, on sait tout. Et puis, deuxièmement, c'est aussi parce que, comme ça, tout le monde vous entendra bien. Ouais, j'avais une question. En fait, c'est une observation, puis vous me direz si vous êtes d'accord, et la question qui en découle. Moi, dès la première scène, avec l'éclairage, avec même le décor, comme si c'était un personnage dedans, et la manière dont c'est filmé, et avec les 2 femmes à la fin, qui sont debout,
dans l'Assemblée, je trouvais qu'il y avait une grande théâtralité dans votre film. Et voilà, ça me questionne. C'est un choix, ça découle. Monsieur disait, vous faites du théâtre aussi en même temps. Est-ce que c'est un hasard de résonance? Est-ce que c'est un choix de mise en scène? Est-ce que c'est que moi qui l'ai vu? Je sais pas. De toute façon, tu sais, toutes les choses qu'on fait, il est volontaire. Il n'y a pas d'innocence dans cette affaire, tu vois. Parce que dès qu'on met un cadre, c'est pas seulement qu'on décide qu'est-ce qui va être à l'intérieur du cadre, mais qu'est-ce qui va être exclu du cadre. Alors, c'est les gens qui parlent d'objectivité, je crois qu'il faut qu'ils changent le métier. C'est des séries d'actes volontaires, aussi le montage volontaire, de ruptures. Après, moi, je ne peux pas dire pourquoi j'ai choisi une chose théâtrale ou pas théâtrale, parce que pour moi, je pensais que c'est bien, c'est tout. Autre question? Ici, oui. Oui. Tu vas y arriver. Si vous passez peut-être le micro à monsieur. Voilà. Très brève question, je vous renvoie, si vous aviez le pouvoir d'être roi, vous supprimeriez la réalité? Si tu avais le pouvoir d'être roi, est-ce que tu supprimerais la réalité? Comme hier, il y avait une grande cérémonie des reines, je ne vais pas faire concurrence. Non, mais c'est aussi un film anti-Fauda, parce que comme la série Fauda, qui a un énorme succès mondial, elle célèbre le machoïsme, les capacités de manipuler, etc. Et même si elle a réussi, elle a fait... Moi, je trouve qu'il faut faire un film dans le sens inverse aussi. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une série, enfin, en effet, qui a eu beaucoup de succès et qui, pour le coup, est extrêmement linéaire. Ouais. Oui, madame là-haut. Oui, tout là-haut. Bon, ça dépend. Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai. Bon, d'accord. Ça vous embête pas, on commence par monsieur, parce que le micro est là, puis après, on va vers vous. J'avais une question rapide. C'est finalement, vous aviez des acteurs devant vous. Est-ce que vous aviez besoin de prendre des acteurs pour le film? Pourquoi pas? C'était ma question. Oui, j'ai besoin de comédiens, oui, ils sont bien. Il y a certains qui sont de grands comédiens avec beaucoup d'expérience. Makram Khoury, il a joué avec Peter Brook, avec Spielberg, etc. Et Bahira, qui était sur la fiche tout à l'heure, elle n'a jamais joué, mais tous les deux, ils sont excellents. Madame là-haut, tout en haut à droite, pour nous. J'étais troublée par l'unité de temps. Est-ce que c'est la même nuit ou est-ce que c'est d'autres nuits? Le mot Laila, en hébreu, ça dit nuit, et en arabe, c'est un prénom, Laila. Mais c'est supposé d'être la même nuit. Ah, c'est supposé être la même nuit? Oui. D'accord. Une longue nuit, d'accord. Autre question? Ou remarque? Apparemment, tout est clair. Bon, ici devant. Merci. Bonsoir et félicitations d'abord. Je voulais juste vous demander par quel principe ou comment vous choisissez la musique, l'ambiance sonore dans vos films? C'est-à-dire, j'ai un groupe de musiciens qui travaillent avec moi aussi au théâtre. Alexei Kochakov, c'est un garçon qui était né à la Russie, à Oral. Après, il a immigré en Israël et maintenant il vit à Berlin. Il est très ouvert, il est très créatif. Et c'est lui qui a fait la musique de film. Merci. Encore une question?
pendant que vous réfléchissez s'il y en a encore une, moi, j'aimerais juste te renvoyer une question qui est posée dans le film, qui est quand même pas totalement innocente, qui est: est-ce que l'art est-il politique? Est-ce que pour toi le cinéma est politique? C'est-à-dire, dans le travail que moi j'ai fait, il y a une dimension civique. Parce que je trouve que l'art, elle peut fonctionner comme j'imagine, dans les sociétés africaines, il y avait les gens qui essayaient par l'œuvre d'art to heal, de guérir. Après, je crois que dans ce sens, on n'a pas réussi parce que ça devient pire et pire. Mais je trouve que de toute façon, c'est le geste de faire un film, ou de faire la peinture, ou de faire la musique, etc. Et il y a ce désir-là qu'à travers de cette expérience-là, on apprend quelque chose. C'est politique, mais c'est pas didactique, parce que je ne suis pas pour, par exemple, une sorte de culture soviétique ou social realism. Alors c'est plutôt une sensibilité dans laquelle on accepte le discours de tous les personnages, malgré leur origine, leur désir sexuel, etc. C'est-à-dire, ils sont tous valables. Alors avec ça, on casse une perception trop simpliste les uns et les autres. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Merci à vous.